Madame la ministre, notre Assemblée va poursuivre l'examen du projet de loi visant à instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Entre l'avant-projet, qui avait suscité de fortes inquiétudes, et le texte sorti de la Commission des affaires sociales qui nous est proposé aujourd'hui, ce projet de loi a déjà beaucoup évolué. Je veux ici saluer l'implication du rapporteur Christophe Siru qui nous a permis d'avancer de façon significative en commission. Bien sûr, ce n'est pas fini. Ce sont près de 5000 amendements pour les 52 articles de ce texte que nous allons devoir examiner ces prochains jours. Certains de ces amendements vont radicalement se contredire entre eux, ainsi nos débats seront l'occasion de clarifications politiques. Pourquoi refonder le Code du travail ? Parce qu'il est aujourd'hui incompréhensible à la plupart des travailleurs, quel que soit leur statut. Et lorsque l'on n'est pas en capacité de connaître ses droits pour des activités du quotidien, de son travail, alors il ne reste qu'à se soumettre aux experts en tout genre. Seuls les spécialistes peuvent véritablement s'y retrouver, et ce n'est pas une question de nombre de pages ou de nombre d'articles. La première des libertés, c'est de connaître ses droits. C'est pour cela que je suis convaincu que les droits fondamentaux de la personne au travail, issus du rapport Badinter, doivent figurer en préambule du Code du travail. Pour rendre lisibles et accessibles à chacun, à chacune, et aux plus jeunes d'entre nous particulièrement, ces droits essentiels. Cela pourrait parfois éviter quelques erreurs d'appréciation, voire quelques instrumentalisations. La liberté, c'est aussi l'autonomie qui ne se construit pas dans la défiance, mais dans la confiance, fort de son savoir, de sa culture et de son esprit critique. Ce sont les conditions indispensables à la participation et au dialogue social. Les écologistes défendent avec conviction la démocratie sociale et la négociation loyale, en proximité avec les spécificités de l'activité, de ses contraintes, de la taille de l'entreprise, des opportunités territoriales et une organisation du travail au plus près des réalités des acteurs. Il n'est pas question de diminuer les protections des salariés, mais bien de construire des normes au plus près du lieu où des droits sont exercés. On nous répondrait que c'est impossible dans un contexte d'économie mondialisée où la finance mène la danse. On nous répondrait que dans ce contexte, seul le droit complexe pourrait parler au nom des salariés ou de leur employeur par l'intermédiaire de leurs représentants. Et si finalement, c'était plutôt parce que les acteurs de l'économie réelle, tous ces acteurs, prennent en main leur capacité de s'organiser qu'ils arriveront à détrôner l'économie virtuelle. Je parle ici pour 98% des entreprises françaises, les petites et moyennes entreprises, pour les artisans et les petits commerçants, pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui travaillent, pas pour ceux qui spéculent. Et les branches professionnelles en tout ça ? Eh bien, il faut qu'elles continuent de jouer leur rôle de régulation. Dans la loi, le rôle de la négociation de branche est clairement de définir les garanties collectives, notamment pour réguler la concurrence dans un même secteur d'activité. Leurs accords types seront d'une aide précieuse pour les petites entreprises. Oui, ce que préconise le rapport Combrexel amorce une révolution culturelle. En effet, nous devons donc assortir la volonté de négociation collective dans l'entreprise de tous les outils et moyens nécessaires aux différentes parties prenantes de cette négociation. Et il y a des conditions indispensables pour que la négociation soit équilibrée et solide. Ces conditions relèvent de la connaissance de la loi, bien sûr, mais aussi d'accords de méthode précis, clairs et préalables à la négociation. Elles relèvent de la bonne publicité des accords et aussi du recours possible à un service public territorialisé au plus près des entreprises. Ces conditions relèvent enfin de la formation des acteurs parties prenantes de la négociation. Savoir négocier, ce n'est pas un savoir spontané. D'ailleurs, aucun savoir n'est spontané. Tout s'apprend, s'acquiert par la formation. Formation à la négociation, formation au droit du travail, mais également, bien sûr, formation tout au long de la vie. La formation est la clé dans ce monde en mouvement. Pour les demandeurs d'emploi, pour qui le droit à la formation doit être conséquent et rapidement accessible, tout comme pour la préservation ou le développement de l'emploi des salariés, particulièrement pour favoriser la transition écologique et énergétique. Après la création du compte personnel de formation l'année dernière, le compte personnel d'activité est une véritable avancée. Il intégrera le CPF, le compte pénibilité et le compte engagement citoyen. Il faudrait également qu'il intègre d'autres droits tels que le compte épargne-temps. De nouveaux droits figurent dans la loi tels que le droit à la déconnexion ou la généralisation de la garantie jeune. Sur tous ces sujets, nous apporterons des propositions dans le débat. Il est important que ces débats à venir reposent sur des motivations qui ont directement à voir avec le texte. C'est aussi un enjeu démocratique. L'enjeu de la simplification, c'est celui de l'accès au droit. Nous devons réussir à en débattre sereinement,
en sortant des logiques d'affrontement et des logiques parfois trop caricaturales. Je vous remercie.